Nouvelle vidéo cette semaine, on va parler d'économie et d'économie au sens large, là où on peut aller chercher ces dizaines ou ces centaines de dollars qui vous manquent peut-être dans votre budget pour vos objectifs personnels. Donc là, ici, on va s'occuper de plusieurs segments, donc autant la famille, si vous êtes propriétaire, au niveau des dépenses courantes, des coûts fixes, là où vous pouvez aller chercher le plus d'argent possible, et aussi sur l'alimentation, on va revoir ça. Donc si ça te plaît ce genre de contenu, n'hésite pas à t'abonner. Vous êtes 75% des personnes qui regardent mes vidéos qui ne sont pas abonnées à ma chaîne. Je t'invite à le faire, ça me fera vraiment plaisir. Et c'est parti, on va attaquer le premier segment qui est en fait les dépenses courantes. Par exemple, sur le chemin du travail notamment, ça peut être tout simplement l'histoire du café. Il y a beaucoup de personnes qui disent oui, ça sert à rien de réduire le café parce que c'est pas 5 dollars qui va faire la différence, c'est le petit plaisir du matin, etc. Moi, je suis pas totalement d'accord avec ça parce qu'il faut bien commencer quelque part. Ça, c'est les choses les plus simples à couper, contrairement à renégocier certaines affaires, parce que renégocier par exemple des assurances, je vais en revenir plus tard, c'est pas tous les jours que tu peux le faire, donc il faut s'attaquer aux dépenses de la vie quotidienne tout simplement. Donc si on revient à l'histoire du café, au lieu d'aller par exemple au Starbucks le matin avant d'aller au travail, et ça va te coûter, allez, je vais dire des gros chiffres, une grosse fourchette entre 3 et 5 dollars, mais c'est sûr que c'est pas 3 dollars un café chez Starbucks, mais par exemple sur mon lieu de travail, ça pourrait varier entre 2 et 5 dollars pareil. Mais tout ça pour dire que si tu en prends déjà un le matin et un l'après-midi parce que tu as un petit coup de mou et que tu as envie d'aller te réveiller un petit peu, ça revient quasiment à 6 à 10 dollars pour 2 cafés par jour. Donc tu multiplies ça par 5 si tu vas sur ton lieu de travail tous les jours, ça revient vite très cher. Donc moi, ce que je fais personnellement, j'ai une machine Nespresso Vertuo je réutilise les capsules. En fait, je retire le contour aluminium, je retire le café qu'il y avait à l'intérieur, et j'utilise des grains de café que j'ai achetés chez Costco en gros format, et je le broie dans un moule à grains que j'ai acheté sur Amazon à 20 dollars d'occasion, et je mets à l'intérieur, et j'ai acheté des films aluminium qu'on peut mettre par-dessus, donc les 200, ça coûtait à peu près 20 dollars pareil, et finalement mon café, il me revient à entre 16 et 20 centimes par capsule, donc c'est vraiment pas cher, contrairement à acheter ces capsules Nespresso à 1,37$ ou 1,47$ si tu veux les meilleurs goûts. Donc c'est sûr que c'est une économie par rapport à Starbucks ou les autres chaînes où tu vas acheter à l'extérieur, mais moi j'ai réussi à réduire considérablement mon prix du café que je prends tous les matins pour aller au travail, et l'après-midi ce que je fais, je prends une petite poche de thé vert que j'achète chez Costco, les 100 ça devrait revenir à peut-être 16 dollars, maintenant avant c'était 9 dollars, c'était vraiment pas cher, mais j'essaye d'économiser un maximum et éviter de prendre des choses à l'extérieur. C'est pareil par exemple pour si tu vas en sortie et que tu dois t'arrêter à une station essence et tu dis j'ai un petit creux, là tu vas t'acheter un paquet de chips, une boisson gazeuse. Moi c'est des choses que j'évite de faire au maximum parce que je sais que je pourrais m'en passer, c'est des petites dépenses que tu vas avoir. Après moi le côté positif c'est vu que je suis musicien, par exemple si je suis sur le chemin d'un concert et que je sais pas pourquoi je dois acheter quelque chose, c'est sûr que je peux le déduire de mes dépenses, donc ça c'est quand même assez utile. Ensuite ce serait de cuisiner à la maison évidemment au lieu de te laisser tenter à l'extérieur. Donc essayez de manger avant d'aller faire les courses, essayez de prévoir des choses avant, si vous avez une sortie et par exemple vous devez vous arrêter en chemin. C'est sûr qu'il y a des moments où on peut se faire plaisir, on peut sortir, mais par exemple une famille de 3 comme nous, si on va au restaurant, ça revient à facile 60 à 70 dollars. Donc on a les moyens de le faire, mais si on veut économiser pour atteindre nos objectifs financiers, on n'a pas le choix, il va falloir couper quelque part, et ça c'est vraiment important. Et ça rentre dans l'histoire du budget aussi. Le budget c'est super important. Une fois que vous avez fait votre budget, par exemple, j'avais fait une vidéo, je vais la mettre ici ou là, peu importe, je sais plus. La règle du 50-30-20, c'est super important. 50%, c'est les dépenses que vous avez fixes. Le loyer, les assurances, ça peut être l'essence, le forfait internet, le forfait cellulaire, etc. Vous rentrez tout dedans. Vous avez les 30% où c'est des dépenses de loisirs. Si vous achetez des vêtements, vous faites des sorties, vous allez au restaurant, etc. Et les 20%, c'est l'épargne et le remboursement de dettes. Donc quand je parle d'épargne, ça peut être épargne et investissement.
Et aussi dans les dettes, c'est rembourser vos dettes. Donc vos 20%, c'est super important. Et moi, par exemple, j'essaye d'avoir un objectif entre 30 et 50% d'économie par rapport à mon salaire et tout ce que je gagne pour les investir et atteindre l'indépendance financière. Donc ça, essayez de vous faire un budget et de vous y tenir, c'est super important. Ensuite, c'est réparer les choses plutôt que de remplacer, tout simplement. Ça peut arriver que vous brisez quelque chose et vous vous dites, bon, ça va pas coûter cher, je vais le racheter, c'est pas grave. Oui, évidemment, si c'est quelque chose à 5 dollars et que vous pouvez vous le repayer, je considère que, ok, vous le faites, c'est pas trop grave. Ou au pire, vous vous départissez de ça. S'il y a quelque chose qui casse et que vous n'en aviez pas réellement besoin, bah faites de la place chez vous. Mais si c'est des objets un peu plus grands, essayez de les réparer plutôt que de les racheter. J'ai pas d'exemple sous la main, mais je sais que moi, j'essaye un maximum de réparer les choses vraiment en dernier recours. Bah là, je m'en départis ou j'en rachète un, mais c'est très rare que je rachète certaines affaires. Si ça a cassé, c'est pas grave. J'essaye de faire attention à ça parce que je sais que si j'en avais réellement besoin et que ça m'est utile au quotidien, là, je vais me le racheter si c'est vraiment important. Sinon, je l'oublie et il n'y a pas de problème. Là, on va parler des coûts fixes. Les coûts fixes, c'est tout ce que vous pouvez renégocier dans votre vie quotidienne pour essayer d'optimiser votre argent. Déjà, renégocier tous vos forfaits. Que ce soit le téléphone, que ce soit Internet, que ce soit vos assurances, télé, peu importe. On va revenir déjà sur les forfaits. Les forfaits téléphoniques, par exemple. Est-ce que vous êtes du genre à aller dans votre boutique téléphonique et prendre le dernier téléphone, par exemple l'iPhone 16, et vous vous dites, moi je veux toujours le dernier cellulaire et je veux prendre un forfait avec parce que j'ai des points, etc. Tout ça, c'est de la bullshit. Je vous recommande vraiment d'arrêter de prendre des forfaits comme ça parce que ça coûte une blinde. Finalement, votre téléphone avec l'intérêt, ça revient à plus cher. Est-ce que vous avez réellement besoin d'avoir un nouveau téléphone qui va faire des meilleures photos, ok, qui va être plus rapide, ok, mais est-ce que ça va être utile dans votre vie? Je ne sais pas. Moi, dans mon cas personnel, j'utilise mon téléphone pour le travail. Mon cellulaire est payé par mon travail et ça, c'est parce que je l'utilise au quotidien au travail. Mais sinon, j'ai pas réellement besoin d'un téléphone vraiment neuf. Le dernier cri, j'ai un iPhone 14 Pro, c'est vraiment juste pour le travail. Mais à côté de ça, j'en ai pas réellement besoin. Donc moi, mon forfait, avant, j'étais chez Fizz, par exemple. Donc j'ai un code promo si ça vous intéresse pour avoir des crédits, etc. Et je payais 23 dollars, je pense, pour 2 gigas d'Internet. Et c'était amplement suffisant parce qu'il y avait du Wi-Fi vraiment partout à Montréal et je me débrouillais avec ça, je téléchargeais les cartes hors connexion. Ça me permettait, je compare avec ma blonde par exemple qui payait, je pense, 34 dollars. Ça me fait épargner 10 dollars par mois par rapport à elle. Et moi, j'avais choisi de ne pas prendre les textos parce que vu qu'avec iPhone, c'est vraiment plus simple d'envoyer des iMessage. C'était rare que j'envoyais des textos à d'autres personnes que ceux qui ont pas des iPhones, justement. Et c'est 10 dollars par mois, ça revient à 120 dollars par année, vraiment très facilement. C'est pareil au niveau d'Internet. Est-ce que vous avez besoin de votre connexion la fibre? Est-ce que vous avez besoin d'une grosse connexion Internet? Nous, personnellement, je pense qu'on a 200 MB et c'est amplement suffisant. Je suis sûr qu'on pourrait réduire, mais sachant qu'on est plusieurs à utiliser des services de streaming, là, on a décidé de garder au plus haut. Et moi, si je fais des lives, par exemple, pour faire de la musique ou pour cette chaîne YouTube-là, j'avais besoin d'une meilleure connexion. Mais c'est vraiment pas très cher. Donc, on est encore chez Fizz et je pense qu'on paye 48 dollars par mois, contrairement à d'autres fournisseurs qui sont beaucoup plus chers. Ensuite, au niveau des assurances, ça, je suis vraiment content. Ça va être un autre lien affilié que je vais vous mettre en description. On a reçu notre police d'assurance, c'était surtout pour l'habitation. Là, on est le 14 octobre, ça devait démarrer le 1er novembre et notre assurance habitation avait littéralement doublé. On est passé de 66 dollars par mois à 133 dollars par mois. Donc, c'était plus que doublé. Et donc là, je les ai appelés, j'ai demandé, j'ai dit pourquoi. Je pensais que c'était les inondations qu'il y avait eu sur Montréal et ses environs. Ils ont dit non, ça c'est l'année prochaine, c'est au niveau des vandalismes. J'ai dit ok, très bien, on va essayer de renégocier. Et finalement, je suis allé sur le site u7.ca. Donc il y a le lien en description avec un lien affilié si ça vous intéresse. Ça vous donne 25 dollars de crédit Amazon et moi ce sera pareil. Donc ça pourra soutenir la chaîne aussi si j'ai besoin d'acheter du matériel. Merci d'avance.
Et finalement, j'ai fait la souscription et je paye littéralement 2 fois moins cher maintenant. Donc je suis passé de 190 $ de ce que j'allais payer, 193, et là je suis à 103 $ pour la voiture et l'habitation, et c'est quasiment les mêmes clauses. J'ai juste supprimé une chose, mais ça allait pas doubler littéralement le prix si je prenais cette option-là. Donc renégocier tout ça, ça c'est super important. Les forfaits télé, est-ce que vous en avez réellement besoin? Est-ce que vous n'avez pas besoin d'alternatives, par exemple, pour développer vos projets? Regardez un peu moins la télé, passer du temps en famille, entre amis. Est-ce qu'il n'y a pas des alternatives sur vos émissions, par exemple sur YouTube? Est-ce que vous ne pouvez pas vous abonner à un seul service de streaming, par exemple, qui va vous faire épargner quelques dizaines de dollars par mois, au lieu d'avoir toute la panoplie. Nous, à un moment, on avait Netflix, on avait Amazon, on avait Crave, on avait Disney+. On se les partageait entre amis, mais quand même, ça revenait à super cher sur le long terme. Et là, on s'est dit, on va se régler à une seule plateforme. On a gardé Disney+ pour notre enfant, et si on veut regarder des affaires, et on se partage quelques streaming, par exemple. Spotify, on se le partage. Crave, on se le partage. Et on ne regarde pas tellement, en fait, la télé parce qu'on développe nos projets. Ensuite, ce serait au niveau des vêtements. Il y a beaucoup de personnes, par exemple, qui sont pas vraiment enthousiastes à acheter des vêtements usagés. Moi, c'est ce que j'essaye de faire le plus possible, notamment au niveau des manteaux ou des chaussures. Les t-shirts, les pantalons, c'est un peu plus délicat parce que les tailles, c'est jamais les mêmes, etc. Mais au niveau des manteaux et des chaussures, j'essaye d'acheter le maximum possible d'occasion parce que des fois, c'est des marques neuves. Des fois, elles sont un petit peu usagées, mais c'est pas si pire. Et quand c'est pour juste un hiver, c'est quand même correct. Par exemple, là récemment, j'avais acheté des On Cloud étanches. En fait, c'est des chaussures de sport. Et je les ai payés 180 $ au lieu de 210 $ avant les taxes. Donc j'ai fait une économie à peu près de 60 $ si on ajoute les taxes, et les chaussures étaient vraiment neuves. Là par exemple, j'avais regardé des bottes d'hiver parce que les miennes commencent à prendre l'eau, et j'ai essayé de les réparer, j'ai essayé de mettre de la colle, ça n'a pas fonctionné. Donc là je me suis dit, ça fait 8 ans que je les ai, je vais essayer de passer à autre chose. Et j'ai trouvé une paire de bottes à 45 $ qui était en bon état, des Pajar par exemple pour l'hiver, c'est parfait. Et ça me fait des économies parce que ça aurait coûté peut-être, je sais pas, 150 à 250 $ la paire de bottes. Donc sur le long terme, c'est des dollars que tu vas aller chercher. Et pareil pour toutes les choses que tu vas acheter, au lieu d'aller de manière impulsive sur Amazon acheter des affaires, essayer de trouver une alternative. Là par exemple, c'est Halloween bientôt, dans 15 jours, on se disait on va prendre des trucs d'Harry Potter, au lieu d'aller chercher ça sur Amazon, je regarde un petit peu sur Marketplace s'il n'y a pas des alternatives, s'il y a des gens qui vendent des costumes à moitié prix, et c'est des choses comme ça que j'essaye. Par exemple, un robot aspirateur, ça j'avais oublié, on l'avait commandé parce que c'était en rabais sur Amazon, et finalement je l'ai trouvé beaucoup moins cher sur Marketplace, donc 2 fois moins cher, donc ça veut dire 4 fois moins cher que si je l'avais acheté neuf sur Amazon au plein prix. Donc là, c'est quand même vraiment intéressant. Ensuite, baisser le chauffage la nuit, ça c'est un branle-bas de combat parce que si tu n'as pas des thermostats intelligents ou des thermostats programmables, c'est quand même assez délicat. Nous, on est au Québec, il fait froid l'hiver, mais si tu veux épargner un maximum au niveau de l'électricité, il faut baisser son chauffage la nuit, donc pas dormir et garder dans la journée les mêmes températures. Ça ne sert à rien de dormir à 22. Moi, je te conseille, normalement, c'est de dormir à 18 degrés. Normalement, tu dors mieux et tu réaugmentes progressivement à partir de 5 heures du matin ton chauffage, ou tu réduis un petit peu à des heures où il y a des pics en fait d'électricité, tu réduis ta consommation et ça te fera épargner. Nous, on a acheté les thermostats ILO, les thermostats intelligents, et tout ça va être programmé de manière intelligente, on n'aura rien besoin de faire, c'est lui qui va décider en fonction des pics hivernaux, combien de degrés il faut mettre sur le truc, etc. Tout va être géré, ça va être installé en novembre, je pourrais vous en reparler dans une prochaine vidéo. Donc ça, c'est très important. Ensuite, c'est des frais qui sont assez utiles au quotidien que tu peux essayer d'épargner. Est-ce que tu as, par exemple,
l'idée de passer sur un compte en banque en ligne. Par exemple, moi j'utilise Wealthsimple, donc j'ai aussi un lien en description si ça t'intéresse. Wealthsimple, c'est quand même intéressant parce que tu peux donc acheter tes actions en bourse, donc ouvrir plusieurs comptes. Et récemment, bon, c'est pas si récent que ça fait peut-être un an, bah, il y a le compte cash, donc qui est un compte chèque, et tu as une carte de débit-crédit en même temps dessus, et tu peux payer tes factures, etc. La seule chose, c'est que tu peux pas encaisser de chèque actuellement dessus, mais pour moi, je suis passé à cette banque-là. J'ai quand même gardé mon compte Desjardins vu que je suis au Québec et je paye 3,95 $ de frais. Mais ça, c'est parce qu'il faut garder un solde de 1 500 $ sur ton compte si tu veux pas que tu sois débité. Mais j'ai plus d'intérêt chez Wealthsimple, donc en fait, je mets tout mon argent là-dessus et je suis à 4,25. Donc ça fait que les intérêts que je touche, qui sont à peu près de 30 à 30 $ par mois, peut-être, entre les différents comptes que j'ai, bah, 30 $ par mois d'intérêt que je gagne, bah, je dépense les 3,95 $ d'intérêt chez Desjardins et c'est pas grave. Mais au moins, là-dessus, j'ai pas d'autres frais sur ce compte en banque. Et la chose pour économiser, par exemple, ça va être assez amusant, mais on va s'en parler. L'année dernière, j'ai acheté un bidet. En fait, je ne l'ai pas acheté. En fait, j'avais reçu un cadeau de Noël, mais ça fitait pas vraiment ça fonctionnait pas bien avec l'écosystème que j'avais au niveau du système de son. Et finalement, je me suis dit, je vais acheter un bidet à la place, et ça a vraiment changé ma vie, dans le sens où on dépense moins de papier toilette, c'est plus écologique. C'est mieux pour la santé, je dirais, mais finalement, je suis vraiment content de ça. Ça fait épargner vraiment beaucoup d'argent sur le papier toilette. C'est encore des dizaines de dollars par année qu'on va épargner, et c'est quand même une bonne expérience, donc je vous invite à essayer ça si ça vous intéresse. J'ai le lien en description de celui que j'ai et que j'utilise quand j'en ai besoin. Ensuite, les astuces pour économiser sur l'alimentation, on va vraiment aller très rapidement là-dessus. C'est cuisiner maison le plus possible. Moi, je fais des barres tendres à la maison. C'est vraiment l'exemple basique que je fais. Je fais mes propres barres tendres avec des dattes, avec des flocons d'avoine, des bananes, etc. C'est vraiment très bon pour la santé. Il n'y a pas de sucre, du sucre ajouté. Je peux mettre n'importe quoi dedans et c'est vraiment plein de vitamines et tout ce qu'il faut à l'intérieur. Je fais aussi mon pain quand j'en ai besoin. Si j'ai le temps, je le fais. Sinon, bah, on achète quand même du pain à l'épicerie, mais des grosses tranches qu'on peut congeler. Ça nous tient vraiment longtemps parce qu'on varie vraiment au niveau de notre alimentation. Mais par exemple, quand on est invité chez des gens et qu'on nous dit à ramener du pain, bah, je vais faire mon propre pain. Ça fait épargner peut-être 7-8 $ pour des belles miches. Et moi, ce que je fais, bah, généralement, je rajoute des noix, je rajoute des canneberges, je rajoute des graines de lin, de chia, de chanvre. Tu sais, je m'amuse. Et pour ça, j'ai un Thermomix en fait. Et ça, c'est vraiment super cool. J'en ferai une vidéo dédiée en fait sur ces achats du quotidien qui me font gagner un temps fou. Le Thermomix, bah, ça me permet de faire énormément de choses et d'économiser vraiment sur plein de choses. Donc autant pour des smoothies, des choses comme ça, c'est des choses qu'on n'achète plus à l'extérieur et ça c'est vraiment quelque chose vraiment d'important, la réduction du coût de la nourriture pour nous, parce que avec l'inflation tout augmente et c'est super important d'essayer d'optimiser. Et la dernière chose en fait, bah, c'est d'acheter en gros. Acheter en gros, c'est sûr que c'est un gros montant sur le coup, mais ça vous fera économiser sur le long terme parce que bah, ça coûte moins cher finalement. Donc vous en avez plus pour votre argent et en général, si vous avez de quoi stocker, c'est quand même vraiment cool. Donc là, on a fini le segment sur l'alimentation. Maintenant, on s'attaque au segment sur les enfants. Qu'est-ce qu'on peut faire pour économiser avec les enfants ? Ça, c'est plus personnel, mais c'est quelque chose qui me fascine. C'est qu'il y a beaucoup de parents, par exemple, qui vont faire le maximum d'activités avec leurs enfants, des activités qui sont payantes. Bon, ça, peu importe, on peut en trouver des gratuites, mais ils vont faire le maximum de choses possibles le week-end. Ils vont les emmener dans une activité sportive là. Après, il y a un cours de ci, après, il y a ça et machin. Et finalement, tu te retrouves à la fin de la semaine où tu es déjà crevé, ton enfant, il est crevé, ça t'a coûté super cher. L'enfant, il n'a pas besoin de faire 1000 activités. L'enfant, il a besoin de s'épanouir
comme il peut, sans trop se fatiguer, profiter. Il a aussi besoin d'être avec ses parents. Donc là, je parle des enfants en bas âge, les ados, c'est autre chose. Mais par exemple, vous pouvez faire des activités à faible coût. Par exemple, aller à la bibliothèque. Ça peut être une activité matinale comme ça, d'aller se poser, lire des livres, emprunter des livres. C'est des belles activités avec les enfants. Et aussi, les principales villes offrent des activités qui sont gratuites pour les enfants. Et eux, ils s'en rendent pas compte ce qui est payant, ce qui existe ou pas. Par exemple, je pensais à mon enfant, je me disais, ah, je pourrais l'emmener à cet endroit-là, etc. Et c'est quand même de l'argent. Mais finalement, lui, il n'a aucune idée que ça existe. Nous, on est au courant que ça existe, donc on a comme une espèce de culpabilité, mais lui, il ne sait pas ce que c'est. Et moi, ce que je fais en général, c'est qu'on a un skatepark couvert. Bon, là, ça coûte de l'argent, mais je l'emmène une fois de temps en temps là-bas. C'est vraiment pas cher. Mais avant 3 ans, c'était gratuit. Donc, il pouvait faire un peu de trottinette et y passer du bon temps. On restait juste 1 heure et c'était une activité avec son père. Donc, essayer de trouver des alternatives au lieu d'aller dans des modules de jeu qui vont coûter 30 à 40 pièces par enfant, et sur place, tu culpabilises parce que l'enfant il a faim et t'as oublié de te faire à manger, et là ça va te coûter 20 à 30 dollars de plus parce que tu vas acheter ton popcorn et des sandwichs et compagnie. Donc essayez de faire des activités gratuites ou peu chères le plus possible. Donc ça peut être un pique-nique aussi en famille. Un pique-nique, c'est vraiment cool, c'est que tu vas faire ta propre nourriture et tu vas aller dans un parc et tu vas aller manger plutôt que d'aller au restaurant ou sur le pouce, etc. Il y a une autre idée aussi, ça je vais le faire plus tard parce qu'on a eu l'expérience de faire du camping avec notre enfant et ça s'est pas si bien passé que ça parce qu'il est encore trop petit. Au petit matin, là, à 5 heures, le soleil se réveille, lui, il pense qu'il est déjà 10 heures et comme il fait du bruit, etc. Donc c'était un peu compliqué, mais là, on pourrait essayer de camper par exemple dans notre jardin, dans la cour arrière, ça coûte rien et pour lui, ça va être fascinant d'être dans sa maison et en même temps faire du camping. Donc c'est vraiment des bonnes idées comme ça. C'est aussi cuisiner ensemble, donc ça revient aussi à l'idée de tout à l'heure sur l'alimentation, comment essayer d'optimiser son alimentation, préparer des collations en famille, donc des muffins, c'est ce que je fais aussi avec les bartenders, c'est aussi partager et échanger des affaires entre parents. Donc par exemple, les vêtements, c'est très rare qu'on en achète pour notre enfant. S'il y a des chaussures, bon oui, on va les acheter, mais en général, on se passe des vêtements, on les passe à des amis qui vont avoir un enfant et on a toujours une batch qu'on garde de côté au cas où s'il y a des gens qui ont besoin de certaines affaires, etc. Donc on s'échange le maximum de choses pour nos enfants, mais c'est aussi le matériel sportif. Par exemple, au lieu d'aller s'acheter un ballon, on peut demander un ballon au voisin. C'est ce qu'on fait dans notre quartier, on essaye de s'échanger le maximum de choses et tout est à disposition dans le parc en face de chez nous. Il y a des filets si tu veux jouer au foot, il y a des objets qui traînent là-bas au lieu de ramener tes jouets et d'en acheter, etc. Tout se partage, donc c'est vraiment intéressant. Et par exemple, ce que j'apprécie vraiment au plus profond, c'est en famille ou entre amis, c'est de se faire des activités chez soi ou chez les autres. Ça, pour moi, au lieu d'aller au restaurant où ça va te coûter une blinde, t'as pas le temps de parler avec tes amis, il y a trop de bruit, etc. Nous, on préfère se voir, on se fait des brunchs, on se fait des barbecues, ça coûte pas cher, on ramène, on fait des potlucks et comme ça, c'est vraiment très convivial et on peut passer une bonne journée entre amis plutôt que se voir entre 11 heures et midi et demi parce qu'après, tout le monde a fini de manger, ah, qu'est-ce qu'on fait? Chacun rentre chez soi. Là, on se prévoit une bonne après-midi entre amis et ça, c'est vraiment bon pour le moral. Et ensuite, en famille, qu'est-ce que tu peux faire? C'est assister à des festivals gratuits à Montréal. Il y en a tellement. Il y a tellement de choses que tu peux faire gratuitement avant d'aller payer pour faire des affaires. Et donc ça, c'est vraiment très, très important. Il y a aussi louer des chalets en basse saison plutôt que de partir en voyage. Ça peut être faire du camping au lieu de partir en voyage. Donc il y a des gens qui n'ont pas forcément les moyens de pouvoir se payer des voyages dans le sud. Et moi, j'ai l'opportunité de pouvoir jouer dans les clubs med en tant que musicien, donc voyager pas cher, ça me connaît. Et aujourd'hui, quand je vois des personnes qui vont dans le sud et que ça va leur coûter peut-être 3 à 4 000 dollars leur voyage, sachant qu'ils n'ont pas beaucoup d'argent, qu'ils payent ça avec la carte de crédit, qu'ils vont devoir rembourser le plus rapidement possible, mais s'ils ne remboursent pas, c'est la spirale qui commence et que après, si tu pars par exemple dans le sud pendant l'hiver et que là,
Tu te retrouves aux vacances d'été, bah là, qu'est-ce qu'on fait cet été? Mais tu as encore la carte de crédit des vacances d'hiver que tu dois rembourser. C'est un stress monstrueux et ça, vraiment, je suis vraiment pas très fan de ça. On essaye de voyager le plus possible, mais c'est quand même pas facile. On essaye d'optimiser le maximum avec les points sur les cartes de crédit qu'on va accumuler. On va essayer de trouver des bons deals, par exemple avec les vols d'Alexis. Si vous connaissez pas, n'hésitez pas à aller voir son site. C'est des failles dans l'algorithme des billets d'avion. Il va te proposer des vols moins chers. Nous, c'est sûr qu'avec notre travail, on peut pas vraiment partir dernière minute et c'est quand même assez compliqué d'aller chercher ces bons deals. Si vous êtes flexible, bah, je vous invite à faire ça. C'est vraiment très intéressant. Ensuite, c'est faire du camping. Si, encore une fois, vous allez quelque part, plutôt que de réserver un hôtel, ça va vous coûter moins cher. C'est faire des soirées thématiques ou des fêtes thématiques avec les enfants, du théâtre en plein air, des jeux d'eau, etc. Nous, c'est ce qu'on essaye de faire plutôt que d'aller payer dans des centres aquatiques. C'est ça. Là, j'ai fait vraiment le tour, je pense, de ce qu'on pouvait faire au niveau des économies qu'on peut faire si on est un petit peu en galère d'argent. Je vous invite à revoir vos postes de dépenses avec votre budget et essayer d'éviter la surconsommation. C'est ça le plus compliqué, en fait, je dirais, dans les achats. C'est que vous avez envie de tout faire, vous allez culpabiliser la pression sociale avec les gens. Et c'est ça qui est vraiment difficile. Par exemple, tu peux avoir un groupe de 10 et tu en as 2 qui n'ont pas les moyens de faire les choses. Bah, ils vont être envenimés par les 8 autres personnes qui vont forcer à faire. Et toi, tu vas dire oui parce que tu n'as pas envie d'être cheap, etc. Finalement, tu n'as pas d'argent et c'est toi qui vas te retrouver dans la merde. Donc, savoir dire non aussi, c'est quand même très important. Donc, si tu as aimé cette vidéo, c'était un peu un brouhaha, mais j'espère que tu es arrivé jusqu'à la fin. Je t'en remercie. N'hésite pas à me dire en commentaire comment tu fais pour épargner le plus possible aussi pour atteindre tes objectifs et je te souhaite à très bientôt pour une prochaine vidéo.